Et avec nous, comme tous les mercredis, Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être là, co-directeur de la rédaction de Politis. Et on retrouve avec plaisir Mathilde Sirot. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'être la rédactrice en chef du service politique du Point. On va parler avec vous d'Emmanuel Macron, qui a donc conclu hier le sommet sur l'intelligence artificielle avec des investissements colossaux de plus de 100 milliards. Peut-il reprendre la main et s'extirper de la crise politique? Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis on parlera de la course à sa succession qui est déjà engagée. Les Républicains et le camp macroniste trouveront-ils un candidat commun pour la présidentielle? Et comment, Steve, qu'en pensent les sénateurs? Je vous le dis dans un instant, avec cette question, la primaire de la droite est-elle une machine à perdre? C'est ce que certains sénateurs disent effectivement. Ça suit dans quelques instants. D'abord, on parle d'Emmanuel Macron à Marseille. Aujourd'hui, c'est l'actualité dans nos régions. Actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. Et on va donc à Marseille où on retrouve Léo Purgade. Bonjour Léo, merci d'être là, président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Et l'actualité à Marseille, c'est évidemment la visite d'Emmanuel Macron et du Premier ministre indien. Ils sont arrivés hier soir. Un déplacement avec de gros enjeux économiques que vous détaillez ce matin. Absolument, Oriane. Le président indien Narendra Modi est donc aux côtés d'Emmanuel Macron à Marseille. Ils sont arrivés hier à Cassis et puis aujourd'hui ils se rendront dans plusieurs lieux symboliques de cette visite. D'abord le cimetière indien de Mazargues où reposent des soldats qui ont perdu la vie pour défendre l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Et puis on détaille beaucoup les enjeux du corridor indien qui se veut un peu concurrent des nouvelles routes de la soie chinoises, avec un retour sur ce projet qui a été présenté par Joe Biden en 2023 et sur laquelle Marseille espère être. Et puis enfin, bien sûr, on a aussi un aspect énergie, puisque le président va visiter le projet ITER qui se situe à Cadarache. C'est un projet très important international dans lequel l'Inde est partie prenante et qui lui permettra de cheminer vers la fusion nucléaire, une énergie qui pourrait être une source d'énergie importante pour l'avenir. Et Léo, vous revenez également sur la visite à Marseille d'un autre Indien célèbre, c'est Gandhi. Oui, alors effectivement, c'est un registre très différent de Narendra Modi, qui, il faut le rappeler, est un nationaliste hindou autoritaire. Gandhi, lui, était venu à Marseille en 1931 avant d'accomplir la décolonisation de l'Inde. Il avait suscité beaucoup d'intérêt pour sa visite et puis son discours. Toute la presse mondiale était venue l'accueillir. Et puis, on revient aussi sur cette guerre de 14 où des soldats indiens avaient établi leur campement, Parc Borelli, là où nous avons désormais chaque année le mondial de la Marseillaise à pétanque. Et les Marseillais étaient venus en nombre les voir parce que c'était la première fois que les Indiens posaient le pied à Marseille. Merci Léo, merci beaucoup d'avoir été avec nous et cette visite d'Emmanuel Macron et de Narendra Modi à Marseille. Modi à Marseille, c'est évidemment la une de la Marseillaise. Macron et Modi à Marseille et Cadarache aujourd'hui pour une place sur la route de l'Inde. Merci beaucoup Léo d'avoir été avec nous. Mathilde, on le voit, Emmanuel Macron très actif sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Il a réuni le monde de la tech, les grands dirigeants de ce monde. C'est un peu retour dans son jardin. Ah oui, complètement. Là, Emmanuel Macron, il joue quelque part son rôle favori. Il essaye de raviver, de ranimer les fondamentaux du macronisme des débuts, l'innovation, la croissance. Mais quelque part, c'est quand même un enjeu qui est de son niveau, d'un chef de l'État, de se projeter sur un enjeu d'avenir, un enjeu stratégique pour la France, pour l'Europe. En revanche, nous refaire le coup quelque part de la Startup Nation au bout de 8 ans et tout en sachant qu'il y a quand même aussi une cassure entre ce président et le monde économique pour plein de raisons, mais liée surtout à cette décision du 9 juin qui a apporté beaucoup d'instabilité à la fois politique et économique. Ça a quand même ses limites, d'autant qu'on sait qu'il y a quand même depuis aussi 8 ans beaucoup de chocs annoncés, de sursauts, d'investissements, et que parfois ça pêche dans la mise en œuvre et dans l'exécution.
Ouais, Pierre, est-ce que là, il réussit un beau coup, Emmanuel Macron, avec ce sommet sur l'intelligence artificielle et ces milliards d'investissements étrangers? Oui, sur le plan du symbole, effectivement, il arrive à réussir à ramener autour de lui quand même des grands chefs d'État, même si on s'aperçoit au cours de ces discussions, au cours des accords commerciaux et des accords diplomatiques qui sont apparus ces derniers jours, que on est vraiment dans un monde qui est en train de basculer, c'est-à-dire que les États-Unis ne suivent pas, le Royaume-Uni ne suivent pas, mais maintenant la France se tourne vers la Chine, vers l'Inde. Ce ne sont pas des alliés les plus naturels, y compris d'ailleurs les Émirats arabes unis qui viennent investir en Europe, les enjeux de data center, c'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est ce que l'économiste Cédric Durand appelle le techno-féodalisme, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui on passe dans un monde où c'est plus les terres qu'il faut s'accaparer, qu'il faut récupérer, mais ce sont nos données, les données personnelles des individus. Et aujourd'hui, la France est en train d'essayer de gagner la compétition contre les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, qui ont les plus gros centres de données aujourd'hui au monde. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire que c'est facile pour Emmanuel Macron de réunir des grands investisseurs quand on leur offre des espaces justement pour pouvoir investir en France. La question, c'est que justement, précisément, les données qui vont être celles retenues dans ces grands data centers, qui sont quand même le grand enjeu de l'investissement sur l'intelligence artificielle, c'est qui maîtrise ces données-là. Et c'est là où Emmanuel Macron, on sent quand même qu'il y a une volonté de régulariser ou en tout cas de réglementer un peu l'usage, la circulation de ces données. D'ailleurs, c'est ce qui vaut le conflit avec les États-Unis, avec Musk et puis le vice-président américain qui a bien dit qu'il fallait pas trop que l'Europe réglemente, ça se ferait à leurs dépens, mais que on aura beau réglementer, c'est aussi toute c'est là où je trouve que oui, c'est une réussite pour Emmanuel Macron, mais il y a quand même un enjeu pour lui, pour l'Europe, de montrer que d'un côté la Chine et d'un côté les États-Unis qui ne veulent pas de réglementation, si nous on met en place une réglementation, je vois pas très bien comment l'usage de l'intelligence artificielle, quand même c'est évidemment une opportunité extraordinaire, va se faire. Donc sur le plan diplomatique, je suis pas sûr qu'on puisse parler de grande réussite non plus, quand on est obligé de se tourner vers les pays des Émirats arabes unis ou l'Inde. Alors, il y a la question diplomatique et l'enjeu pour l'Europe. Il y a aussi la question intérieure. Mathilde, vous le disiez, le 9 juin, ça a quand même marqué une cassure. Est-ce qu'avec ce sommet sur l'intelligence artificielle, où Emmanuel Macron s'est beaucoup investi, il peut reprendre la main? Est-ce qu'il peut s'extirper de la crise politique dans laquelle il a plongé le pays? Ce qu'il essaye de faire, c'est de retrouver quelque part le fil de son quinquennat, de son mandat, et donc de renouer avec un discours pro-business. Ça avait fait son succès quand même en 2017, cet élan de modernité et la volonté, voilà, ce volontarisme très fort sur les questions économiques. Il a perdu un peu cette promesse-là au cours de ses 8 ans de pouvoir. Et donc, au moment où il a perdu le lien avec l'opinion, il essaye de réactiver en fait tout cet imaginaire-là qui avait trouvé un écho. Mais comme on le disait, ça a ses limites aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, on est en 2025 et plus en 2017 que les difficultés s'accumulent. Et puis, comme le disait Pierre, il y a une espèce de en même temps, c'est-à-dire voilà, on veut y aller fort sur l'intelligence artificielle, montrer que nous aussi on peut avoir des acteurs, investir massivement, essayer un petit peu de rattraper des géants sur ce défi d'avenir, mais avec tout en voulant réglementer, réguler. Donc là, on voit effectivement pas très bien quel est l'objectif final que se fixe Emmanuel Macron. Pierre. Oui, d'ailleurs, ça fait partie d'une de ces grandes phrases qu'il a prononcées hier. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, il est dans cette volonté, ou en tout cas apparente, de faire venir des investisseurs tout en disant « Ouh là là, vous venez, mais attention à vous, de toute façon, on va mettre une réglementation assez importante. » Et dans le même temps, de dire « Si nous, on met notre réglementation et qu'on n'a pas nos propres outils, qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de la Chine et de l'Europe ?» Et je trouve que c'est ça qui manque. C'est-à-dire que la France, l'Europe a grandi dans les années 70-80 parce qu'elle avait su investir massivement de l'argent public pour pouvoir construire des grandes technologies, etc. Et aujourd'hui, on a le sentiment que la France est impuissante, l'Europe est impuissante, ne sait pas investir, ne sait pas mettre de l'argent, si ce n'est d'aller chercher des investisseurs étrangers, le Canada, les Émirats arabes unis. Et je trouve que c'est là où on perd d'abord de notre indépendance. On va sans doute perdre de notre indépendance. Et je trouve que c'est ça qui pêche dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que c'est facile, encore une fois, c'est facile. Oui, je pense que c'est facile de faire venir du monde à partir du moment où vous offrez un plateau d'argent à ces grands investisseurs. Mais derrière, c'est notre question d'indépendance. Et encore une fois, on touche là à ce qui va sans doute être le plus grand enjeu
ceux des années à venir. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de techno-féodalisme, c'est-à-dire que là où avant on s'accaparait les terres et on dominait, il y avait une bourgeoisie qui dominait sur la paysannerie, aujourd'hui il va y avoir les grandes puissances du monde qui vont déterminer la vie des gens avec les algorithmes, etc. Donc c'est pour ça que je pense que c'est là où le discours d'Emmanuel Macron pêche et où ça manque justement d'affirmation sur l'absolue nécessité que le public, le service public, les États européens notamment durcissent quand même leur position sur qu'est-ce qu'on fait des données, parce que c'est bien de ça dont il est question dans ces data centers. Ouais, pour revenir effectivement sur le plan intérieur, et on est plutôt dans une période d'accalmie. François Bayrou a réussi à faire passer le budget, il devrait réussir à faire passer le budget de la sécurité sociale, puisque la motion de censure cet après-midi est plutôt vouée à l'échec. Mathilde, est-ce que là du coup ça offre des perspectives positives et à Emmanuel Macron et à François Bayrou? On entre dans une nouvelle étape, c'est vrai, parce que depuis 8 mois, donc il y a eu cette dissolution, un temps infini à trouver un Premier ministre qui finalement se fait censurer, avec aussi une remise en question des fondamentaux d'Emmanuel Macron sur la question des impôts et ce qui a pu contribuer finalement à cette rupture entre le président et le monde économique et les grands patrons. Et là, aujourd'hui, donc le budget, la France aura un budget de la sécurité sociale également. On sait que le Premier ministre est plutôt tiré d'affaire, je dirais, pour quelques semaines à minima, parce qu'il y a une prochaine étape un peu sensible pour lui, ce sera la fin du conclave sur les retraites. On sait qu'à l'Assemblée, aujourd'hui, il y a une majorité pour revenir sur cet âge de départ à 64 ans. Et si jamais il ne va pas dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une censure qui reviendrait sur la table? C'est une possibilité, on sait que la gauche met beaucoup la pression là-dessus. Ensuite, voilà, le souci dans tout ça, c'est qu'on navigue un peu à la godille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de projection sur le long terme, d'un plan d'action forcément très précis. Si vous voyez beaucoup de sénateurs, si vous voyez aussi des députés, ils sont déprimés. Ils légifèrent sur les pannes d'ascenseur, sur le vapotage. Donc c'est des sujets certes importants, mais qui sont quand même mineurs au regard des grands enjeux. Donc il y a ce décalage-là quand même qui reste important entre une vie politique assez sclérosée et le sentiment qu'autour de nous, tout va très vite, tout s'accélère et que la France pourrait perdre son rang. Oui, moi, je sais pas si je suis trop optimiste, mais je crois que François Bayrou est parti pour durer, c'est-à-dire que sauf surprise où le Rassemblement national a décidé de jouer les troubles fêtes et la veille pour le lendemain annonce qu'il vote la censure du Parti socialiste qui sera présenté la semaine prochaine. Je vois pas très bien, c'est-à-dire qu'y compris sur la discussion qu'il y a autour de la réforme des retraites, depuis le début, je suis convaincu qu'il sait très bien qu'il y aura un accord à la fin. Ce ne sera pas un accord global, il n'y aura peut-être pas d'accord d'ailleurs sur la question de l'âge, mais il y aura des avancées sur la question de la pénibilité, sur la question de l'égalité femmes-hommes, etc. Et que donc du coup, ça, je vois pas très bien que les syndicats ne le signent pas et que du coup, à la fin du conclave, il n'y ait pas quelque chose qui aboutisse. Ça sera évidemment la réussite de François Bayrou, parce que là où on pensait que la discussion allait porter sur l'âge, finalement, la discussion se porte sur les pistes d'amélioration que ce texte n'avait pas apporté jusqu'à maintenant. Et quand ça va revenir à l'Assemblée nationale... Il a dit qu'il faudrait un projet de loi, de toute façon. Bien sûr. Je vois mal que le projet de loi ne soit pas voté s'il s'agit pour les députés de voter des améliorations qui auront été adoptées entre le patronat et les syndicats. C'est pour ça que je pense que l'avis de François Bayrou est quand même plutôt assuré au-delà des petites histoires qui lui arrivent, dont Mediapart s'est fait des révélations et où lui-même s'est embourbé dans des mensonges hier à l'Assemblée nationale. On verra ce que ça va donner, mais je pense que sur le plan politique et stratégique, il a fait plutôt, je dirais pas le bon choix, parce que je ne valide pas et je n'adhère pas évidemment aux options qui sont les siennes, y compris maintenant qu'il va sur le terrain de l'extrême droite en relançant un débat sur la question de l'identité nationale, sur la question de qu'est-ce qu'être français, etc. Je pense qu'il sait que voilà, il y a a priori le pacte de non-censure, même s'il n'a pas été acté, il est plus ou moins implicite au Parlement. Mathilde, vous parliez de la déprime des députés face finalement au peu de lois au Parlement. Alors, il y a une loi un peu symbolique qui va être examinée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elle est signée Gabriel Attal. Une loi sur la justice des mineurs, texte qui se veut une réponse aux violences urbaines de l'été 2023. C'est un texte qui veut durcir la justice des mineurs avec des comparutions immédiates, des sanctions pour les parents, des dérogations à l'excuse de minorité. On va écouter ce qu'en dit Gabriel Attal. Il était l'invité ce matin d'RTL. Je propose qu'on soit plus ferme dans la réponse pénale face à un certain nombre d'actes de délinquance, à des délits, à des crimes qui viennent des mineurs.
Les mineurs... Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'on crée une comparution immédiate pour les mineurs qui aujourd'hui n'existent pas. Et quand vous êtes un jeune de plus de 16 ans en récidive pour des faits particulièrement graves, on parle d'atteinte à nos policiers, à nos gendarmes, on parle de proxénétisme, on parle de trafic de stupéfiants, on parle de coups et blessures aggravés. Oui, dans ces cas-là, moi je propose qu'on ait une comparution immédiate et qu'on n'attende pas 9 mois avant de prononcer une sanction. Est-ce qu'avec ce texte, Mathilde, Gabriel Attal, il cherche à s'affirmer, à affirmer sa ligne ? Alors, c'est un projet qu'il avait lancé quand il était à Matignon. Donc, il s'est quand même battu pour le remettre en haut de la pile, malgré un agenda fluctuant à l'Assemblée. Mais il n'est pas parvenu à susciter de l'adhésion autour de lui, ne serait-ce que dans son propre groupe, sur ces questions de comparution immédiate des mineurs. Il y a de fortes réticences. Donc, le projet de loi avait déjà été, la proposition de loi avait déjà été reportée et ce n'est pas sûr en fait qu'elle trouve un aboutissement favorable à l'Assemblée. Ouais. Il y a une volonté de s'affirmer, d'affirmer une ligne, d'affirmer plus de fermeté de la part de Gabriel Attal. Je pense qu'il s'est inscrit dans les pas d'Emmanuel Macron avec le en même temps, tout en expliquant qu'il y avait de gauche et de droite. Mais lui, clairement, il aspire à être le digne héritier de la droite traditionnelle, la droite républicaine, voire la droite républicaine qui s'extrême droitiste. C'est-à-dire qu'il va sur tous les terrains sur lesquels Marine Le Pen s'engouffre. Et effectivement, sur la question de la répression de la jeunesse, il y a cette proposition. Alors que vous écoutez le panel du monde de la justice, des éducateurs, tout le monde vous explique que c'est absolument pas vers ça qu'il faut aller. Et surtout dans un moment où les collectivités, et notamment je pense les départements qui ont en charge le social, se retrouvent à précariser les emplois d'éducateurs spécialisés, les personnes qui accompagnent justement les jeunes qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire que moins vous mettez de personnes dans les quartiers, moins vous mettez de personnes dans les endroits où il y a besoin de présence adulte, plus vous, effectivement, favorisez la possibilité d'une trajectoire délinquante, etc. Donc c'est ça qui ne va pas, en fait, dans la réflexion de Gabriel Attal. Et vous avez raison de dire qu'il y a une forme de posture. Et ça fait longtemps que je le dis. Je pense que c'est un héritier. C'est un héritier traditionnel de la droite. Et c'est pour ça qu'il va sur ce terrain-là. Justement, on va écouter l'un des leaders de la droite, c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, à ce sujet de la justice des mineurs. Il était, lui, sur France Inter. Il faut assumer des peines courtes de prison. Des peines courtes de prison, comme le font par exemple les Pays-Bas, d'1 semaine ou 2 semaines, dès le premier délit grave. Parce que c'est cela qui est éducatif. On a des enfants qui ont perdu, des jeunes mineurs, qui ont perdu toute empathie, qui peuvent tuer et quelques minutes après aller boire sur la terrasse d'un café. Mathilde, on voit Bruno Retailleau sur sa ligne. Est-ce qu'il est en train de s'affirmer ? On va parler de la course à la présidentielle dans quelques secondes. Est-ce qu'il est en train de s'affirmer comme le leader de cette droite ? Bruno Retailleau, depuis qu'il est arrivé à Beauvau, a percé dans l'opinion, c'est indéniable. Il était dans le paysage depuis longtemps, mais depuis qu'il est en responsabilité et qu'il affirme finalement la ligne qui a toujours été la sienne, très, très ferme sur le régalien, sécuritaire et aussi sur l'immigration, on voit qu'il trouve un écho favorable au sein de l'électorat de droite, mais plus large, parce que ça va jusqu'à mordre sur celui du Rassemblement national. Et même, il plaît à une frange une frange assez importante du macronisme également. Donc c'est une personnalité qui s'est invitée dans le paysage à la faveur de la dissolution et donc de Michel Barnier qui était à Matignon à l'époque. Il va jouer un rôle de premier plan, c'est certain, au sein du gouvernement, dans la compétition qui s'ouvre pour la présidence du parti Les Républicains, voire, et beaucoup autour de lui l'y incitent, voire plus loin, plus largement, vers une candidature à l'Élysée. Donc, comme tout est ouvert à 2 ans de cette élection, c'est évidemment quelqu'un qui va compter. Et justement, on va en parler de cette course à la présidentielle du côté du bloc central. Steve, est-ce que la droite et le camp macroniste vont passer par la case primaire pour désigner un candidat pour 2027 ? Gérald Darmanin a en tout cas relancé cette idée qu'on pensait enterrer. C'était dimanche sur BFM TV. Le ministre de la Justice est interrogé sur les ambitions de son camp pour 2027. Il dit la chose suivante: si jamais personne ne se dégage, c'est ma volonté que quelqu'un se dégage. Il faudra bien un processus de sélection ou alors on sera plusieurs candidats et donc on ne sera pas
au second tour. Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ces déclarations. D'abord, l'organisation d'une primaire. C'est le premier à le proposer aussi ouvertement dans son camp. Et puis, deuxième chose, c'est que cette primaire devrait inclure à la fois la droite LR, mais aussi la Macronie, le camp présidentiel. Selon Gérald Darmanin, ce serait le seul moyen d'éviter un duel Le Pen-Mélenchon au deuxième tour. Ça a fait réagir. Oui, à ce jour, le bloc central compte pas moins de 8 candidats potentiels pour 2027. Le seul officiellement en lice, c'est Édouard Philippe, mais les autres ne font plus vraiment mystère de leurs ambitions. Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, David Lisnard, Bruno Retailleau, y songerait aussi. Gabriel Attal pour Renaissance ne serait pas contre. Gérald Darmanin, on l'a vu, il pense peut-être même en se rasant le matin. Mentionnons au passage Dominique de Villepin qui sur Mediapart a récemment dit qu'il entendait jouer un rôle en 2027. 8 potentiels candidats, 8 hommes, il faut préciser, Oriane. La campagne n'a pas commencé, mais il y a déjà embouteillage, ce qui explique peut-être les propos de Gérald Darmanin. Alors comment départager tout ce beau monde? On a posé la question à un vieux sage. Si on décide que le Bloc central et les Républicains ont un seul candidat, quel est le meilleur moyen? Est-ce que c'est un vote des adhérents de l'ensemble des partis constituant cette mouvance? Est-ce que c'est une primaire? Les primaires n'ont pas laissé que de bons souvenirs chez les Républicains, on ne peut pas dire. Non, effectivement, on ne peut pas dire que la primaire a laissé que de bons souvenirs chez les Républicains. Vous vous souvenez, Oriane, il y avait match en 2016 entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Ce dernier l'avait largement emporté, mais à l'élection présidentielle, il avait perdu contre qui? Contre Emmanuel Macron. Un certain Emmanuel Macron, qui lui n'était pas passé par la case primaire, case que certains décrivent comme une véritable machine à perdre. Merci Steve. Est-ce qu'un candidat commun est non seulement possible, mais indispensable pour ce bloc central, Pierre ? En tout cas, ce que je trouve assez marrant, c'est qu'on a passé quand même toute la période du macronisme à nous expliquer que Macron, c'était pas de droite, y compris quand moi j'expliquais que Macron était soluble dans les Républicains parce que c'était la même filiation idéologique. Aujourd'hui, on nous explique qu'il faudrait que ce soit une primaire entre la droite, le centre et les macronistes. Donc, une primaire de la droite, quoi. Donc, voilà, c'est la fin de l'histoire. On a nous expliqué tout à l'heure, Mathilde nous expliquait qu'on avait commencé avec la Startup Nation, on finit avec la Startup Nation, et bon, au final, on est avec un candidat de droite. Donc oui, je pense que la suite du macroniste, en tout cas, l'héritage du macronisme s'inscrit dans l'héritage de ce qu'a été la droite depuis toujours, avec une variable, c'est-à-dire qu'il y a la droite un peu, gaulliste ou sociale, qui serait représentée par Villepin, et puis celle qui pourrait vouloir rassembler toutes les droites, dont on n'a pas parlé, mais Marion Maréchal, par exemple, c'est son ambition, c'est de rassembler l'ensemble des droites à une élection présidentielle. Donc je ne vois pas mieux qu'une primaire, effectivement, pour départager les uns et les autres et décider de qui peut représenter et qui pourrait être l'héritier d'Emmanuel Macron dans ce cadre-là. Le problème des primaires, c'est que c'est aussi une compétition et que c'est souvent la compétition de plus à droite que moi tu meurs et que c'est ce qui fait que le débat public en permanence dévie vers la droite, voire vers l'extrême droite. C'est un peu mon inquiétude dans le cadre de ces primaires-là. On l'a vu avec Barnier, souvenez-vous, Barnier, on a découvert un Michel Barnier lors de la dernière primaire, plutôt considéré comme étant de droite sociale, tourner totalement sa veste en allant justement sur référendum sur l'immigration, moratoire sur l'immigration. Enfin, voilà, le concours de plus de droite que moi tu meurs, c'est un peu la spécialité des primaires de la droite, quoi. Mathilde, comment c'est perçu ça chez les macronistes et chez les LR, ce qu'a exprimé Gérald Darmanin, la nécessité d'avoir un candidat commun sous peine de défaite? C'est très partagé, mais il y a un impensé de départ qui est de dire qu'en fait, en 2027, il y a une seule place au second tour parce que l'autre est forcément occupé par Marine Le Pen. Donc, c'est le postulat de base. Et à partir de ce constat-là, beaucoup font la conclusion qu'il va falloir arriver rassemblés et non pas complètement émiettés dans toutes les petites chapelles du macronisme ou de la droite. Ensuite, il y a une certaine logique finalement parce que ce socle commun est apparu après la dissolution avec Michel Barnier et donc de fait, vous avez le macronisme et la droite qui gouvernent ensemble aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas ensemble face aux électeurs? Il y a une certaine logique politique à ce que cette alliance-là, elle se traduise finalement dans une offre commune pour la présidentielle. Sur le mode de désignation, alors on voit que là, il y a beaucoup de velléités, d'ambitions qui fleurissent. Alors c'est aussi une chance pour Emmanuel Macron. Ça veut dire que
finalement, il a tellement éclaté le paysage politique qu'il n'a pas de successeur naturel. Donc pour lui, c'est aussi la possibilité d'avoir peut-être 2 années sans avoir, comme Chirac avec Sarkozy à l'époque, quelqu'un qui vous mord les mollets en permanence. Mais en revanche, voilà, comment les départager ? La primaire est une possibilité, évidemment, mais les partis sont tellement démonétisés, tellement affaiblis, qu'on sait qu'à l'arrivée, le gagnant n'est pas forcément le futur vainqueur et qu'il y a toujours un doute sur la légitimité malgré tout. Ouais, sur comment les départager, on va voir ce qu'en pense Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle était sur France 2. Je suis très vaccinée contre les guerres des chefs, pour en avoir vécu un peu les conséquences moi-même à la dernière présidentielle. C'est une évidence pour moi qu'à un moment donné, il faudra un processus de sélection pour pouvoir désigner le candidat qui portera les valeurs de la droite, parce qu'aujourd'hui, les valeurs de la droite sont un peu éparpillées chez les macronistes, chez nous. Merci. Voilà, pour Valérie Pécresse, le processus de sélection, c'est une évidence. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution, plutôt que d'attendre que quelqu'un se détache, ou est-ce que les primaires, c'est la machine à perdre assurée ? Ça va dépendre un peu de ce que vont faire, justement. C'est-à-dire qu'on a tellement attendu que ceux qui se combattaient hier se rassemblent aujourd'hui, c'est-à-dire ce centre, la droite et ce qu'on appelle les macronistes, que je ne sais pas si demain, ils ont vocation à créer un nouveau parti, ou s'ils ont vocation à créer une fédération de partis, ou une union pour une majorité populaire comme Nicolas Sarkozy en son temps, et où un chef se dégagera. C'est un peu l'enjeu des prochaines semaines, et je pense que dans cette période où il faut être très à droite, c'est vrai que Bruno Retailleau pourrait émerger pour rassembler l'ensemble de cette famille-là. Je crains qu'il ne parvienne il ne fasse que cliver aussi, c'est-à-dire que ces positions très droitières, on le voit, font partir une certaine partie de la Macronie qui trouve justement Bruno Retailleau beaucoup trop proche des positions de Marine Le Pen que de ce que doit être un centre... qu'est-ce que j'ai dit ? Non, sauf que maintenant, il se fait déborder par le macronisme. Oui, maintenant, avec exactement. C'est tout à fait vrai. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'effectivement, la meilleure des façons de départager les uns les autres, c'est un débat dans le cadre d'une primaire. Je vois pas très bien, sauf, encore une fois, à ce qu'il se détache profondément. Mais encore une fois, j'aime pas trop quand la démocratie se joue sur les sondages, par exemple. Et tout ça, ça souligne quand même un problème pour Édouard Philippe. Parce que c'est celui qui est parti le plus tôt. On sait qu'il a un parti qu'il a créé un an après être sorti de Matignon. Il est candidat officiellement, il l'a annoncé, verbalisé, il est en campagne. Et pourtant, on a l'impression que le débat se fait un peu sans lui. Alors, c'est peut-être pas son calendrier, et encore une fois, on est très très loin de la campagne officielle, de l'élection. Les Français, a priori, ne sont pas du tout dans cet agenda non plus. Mais quand même, ça commence aussi à inquiéter autour de lui, où on imaginait qu'il allait pouvoir s'affirmer naturellement par sa stature et par une espèce de rassemblement, lui étant un homme de droite, allant jusqu'à des macronistes issus de la gauche. Mais finalement, voilà, il se retrouve... Et par les sondages aussi, parce qu'il est toujours en tête des codes de popularité. Il a une très bonne popularité, un capital sympathique qui reste très très fort. Qu'est-ce que ça donne, ça, une fois qu'on rentre vraiment dans l'atmosphère et qu'on fait des propositions massives, comme il l'a promis, et qu'on ne voit pas encore arriver. Mais voilà, il se retrouve concurrencé parce qu'il y a eu aussi beaucoup de premiers ministres après lui. Vous n'avez pas cité Michel Barnier, mais il n'est pas totalement sorti non plus de la course. Qu'est-ce que fera François Bayrou ? Elisabeth Borne, elle est de retour aux affaires. Voilà, exactement, Steve. Elle n'était pas tout à fait exhaustive. Valérie oubliez, c'est ça. Vous avez d'autres noms, voilà, vous pouvez rajouter à la liste. Non. Valérie Pécresse, peut-être, effectivement. Non, mais Mathilde disait quelque chose de très important, c'est-à-dire que, à mon avis aussi, d'ici à 2027, si jamais s'il n'y a pas d'autres élections anticipées d'ici là, la barre pour franchir le second tour va être très très élevée. Donc ça va favoriser sans doute des rassemblements, ou en tout cas l'absolue nécessité pour les uns et les autres de se mettre d'accord autour d'un nom, que ce soit à gauche comme à droite. Et un dernier mot, puisque selon le Figaro, on apprend que Bruno Retailleau a décidé de se porter candidat à la présidence des Républicains. Est-ce que là, du coup, il lance aussi sa campagne pour 2027 ? Clairement, s'il part pour la présidence du parti LR, c'est parce qu'il est en piste pour une candidature à l'Élysée. Ça ne fait aucun doute. Voilà, ça fera un nom, Steve, en plus. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. On regarde ce qu'il y a à la une de la presse régionale.
À la une, Emmanuel Macron à Marseille. Oui, le Premier ministre indien Narendra Modi et le chef de l'État sont arrivés hier soir dans la cité phocéenne. Déplacement organisé dans le cadre de l'inauguration du premier consulat indien en France. C'était la une de la Provence. Emmanuel Macron bien décidé à soigner sa relation avec l'Inde, devenu le pays le plus peuplé au monde. Un nouvel axe de coopération dans le nucléaire civil et dans les tuyaux, ainsi que la vente d'avions de chasse Rafale à New Delhi. À la une également, une interview vérité de Carole Delga. C'est à retrouver dans la dépêche du midi ce matin dans une interview au journal. La présidente de la région Occitanie annonce qu'elle ne sera pas candidate à la mairie de Toulouse. Elle espère néanmoins peser sur l'avenir du Parti socialiste et œuvrer, dit-elle, au redressement du pays. Elle a d'ailleurs officialisé hier le lancement d'un site internet baptisé carole-delga.fr. Objectif, élargir son audience, échanger des idées et pourquoi pas, dit-elle, le moment venu, utiliser ses contributions pour nourrir un programme présidentiel. Pour qui, elle ne le dit pas. Les chiffres records des traversées de migrants vers l'Angleterre. C'est à retrouver dans la Voix du Nord. On apprend qu'en 2024, 1300 migrants ont été secourus au large des côtes françaises. L'année précédente, ce sont 514 personnes qui avaient été sauvées. Les sauveteurs en mer décrivent une augmentation préoccupante, impressionnante. Dimanche dernier, dans le Pas-de-Calais, 230 migrants ont été secourus. 2 corps ont également été découverts sur la plage de Berck. Les EHPAD dans le rouge. Oui, c'est à la une de Charente Libre qui s'intéresse aux établissements de la région, comme partout en France. Et ils font face à d'énormes difficultés financières. L'inflation frappe les EHPAD de plein fouet. Plusieurs directeurs d'établissements appellent à une refonte totale de leur modèle économique. Le pourquoi du comment, c'est à lire dans Charente Libre. Allez, on termine par du foot. Vous avez passé une bonne soirée, vous? Très bonne soirée. Direction la Bretagne, où Paris a corrigé hier l'équipe de Brest en match barrage aller de Ligue des Champions. 3-0 avec un super Dembélé. Les Brestois devront réussir l'impossible au match retour s'ils veulent se qualifier. Ce soir, Monaco jouera contre Benfica au stade Louis II et Marseille ne jouera pas puisqu'ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Je l'attendais celle-là. Merci Steve. Merci. Ce sera pour l'année prochaine, on est bien parti. Oui, à jamais les premiers. Voilà. À la une de Politis, Pierre, souveraineté alimentaire, la récupération productiviste. Oui, ça fait un an qu'on attend cette loi. Elle est arrivée le 4 février dernier au Sénat. C'est la loi sur la programmation agricole. Et on revient sur cette loi-là. Et puis sur les élections aussi professionnelles qui ont eu lieu dans les chambres d'agriculture. Très intéressante analyse à lire dans Politis cette semaine. C'est-à-dire dans Politis. Le Point, c'est une grande interview du président Milei, grand entretien avec le président argentin. Oui, une rencontre exclusive avec le président argentin et aussi un focus sur ses aficionados en France puisque le mouvement Afuera a quelques adeptes dans la politique française. C'est à dire dans Le Point. Merci beaucoup Mathilde. De la droite. Et merci beaucoup. Merci Steve, merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat et à 18h, vous avez rendez-vous pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.